1er janvier. Écoutez sans effort. Vous est-il déjà arrivé de rester là, assis dans le plus grand silence, sans que votre attention soit fixée sur rien, sans faire aucun effort de concentration, mais en ayant l'esprit très calme, vraiment silencieux? Alors, on entend tout, n'est-ce pas? Les bruits lointains comme les plus proches, jusqu'aux plus immédiats. Ce qui signifie que l'on est vraiment attentif à tout. Votre esprit n'est plus confiné à une unique voie étroite. Si vous savez écouter ainsi, sans effort, sans contrainte, vous verrez s'opérer en vous un changement extraordinaire. Un changement qui vient sans volonté délibérée, sans sollicitation, et dans ce changement, il est une grande beauté et une immense profondeur de vision. « 2 janvier. Se défaire des écrans. Comment écoutez-vous? Est-ce avec vos propres projections, à travers vos ambitions, vos désirs, vos peurs, vos angoisses? Est-ce en n'entendant que ce que vous voulez bien entendre, ce qui vous satisfait, vous agrée, vous rassure, allège momentanément vos souffrances? Si vous écoutez à travers l'écran de vos désirs, alors, de toute évidence, c'est votre propre voix que vous écoutez. Vous écoutez vos propres désirs. N'y a-t-il pas une autre manière d'écouter? N'est-il pas important de découvrir comment écouter non seulement ce qui se dit ici en ce moment même, mais toutes choses, les bruits de la rue, le babillage des oiseaux, le bruit du train, le fracas des vagues, la voix de votre époux, de votre femme, de vos amis, du bébé qui pleure? Écouter n'a d'importance que si ce n'est pas à travers la projection de ses propres désirs que l'on écoute. Nous est-il possible d'écarter tous ces écrans à travers lesquels nous écoutons et d'écouter vraiment? « 3 janvier. Au-delà du bruit des mots. Écouter est un art qu'il n'est pas facile d'acquérir, mais il y a là une grande beauté et une grande source de compréhension. Nous écoutons aux divers niveaux de notre être, mais notre écoute se fait toujours à partir d'idées préconçues ou d'un point de vue particulier. Nous n'écoutons pas simplement. L'écran de nos pensées, de nos conclusions, de nos préjugés vient toujours s'interposer entre nous et ce que nous écoutons. Il faut, pour écouter, un calme intérieur, un renoncement à tout effort d'acquérir, une attention détendue. Cet état passif et cependant vigilant est apte à entendre ce qui est au-delà de la conclusion verbale. Les mots sont source de confusion. Ils ne sont qu'un lien de communication extérieure. Mais pour communier au-delà du bruit des mots, il faut écouter avec une passivité vigilante. Ceux qui aiment peuvent écouter, mais il est extrêmement rare de rencontrer quelqu'un capable d'écouter. Nous courons presque tous après des résultats, la réalisation d'objectifs. Nous triomphons, nous conquérons sans trêve, et ainsi, nous n'écoutons pas. Ce n'est qu'en écoutant que l'on entend la chanson des mots. « 4 janvier. Écoutez en l'absence de toute pensée. Je ne sais si vous avez jamais écouté un oiseau. Pour écouter, il faut que l'esprit garde le silence. Pas un silence mystique, simplement le silence. Je vous parle,
Pour m'écouter, vous devez être calme, tranquille, et non avoir l'esprit bourdonnant d'idées de toutes sortes. Lorsque vous regardez une fleur, que ce soit sans la nommer, sans la classifier, sans dire qu'elle appartient à telle ou telle espèce, si c'est ce que vous faites, alors vous ne regardez plus la fleur. C'est pourquoi je dis qu'écouter est l'une des choses les plus difficiles. Écoutez le communiste, le socialiste, le député, le capitaliste, n'importe qui. Votre femme, vos enfants, votre voisin, le contrôleur du bus ou l'oiseau. Simplement écoutez. Ce n'est que lorsque vous écoutez en l'absence de toute idée, de toute pensée, que vous êtes en contact direct. Alors, vous comprendrez si ce que dit l'orateur est vrai ou faux. Toute discussion sera désormais pour vous inutile. 5 janvier. Écouter est source de liberté. Est-ce écouter lorsque c'est au prix d'un effort qu'on écoute? Cet effort n'est-il pas en soi une distraction qui empêche d'écouter? Avez-vous besoin de faire un effort lorsque vous écoutez quelque chose qui vous enchante? Vous n'êtes pas conscient de la vérité, pas plus que vous ne voyez le faux pour ce qu'il est, tant que votre esprit est occupé d'une façon ou d'une autre par l'effort, la comparaison, la justification ou la condamnation. Écouter est en soi un acte complet. Cet acte porte en lui-même sa propre liberté. Mais cherchez-vous à écouter ou à calmer votre tumulte intérieur? Si vous écoutiez vraiment, en ce sens que vous seriez conscient de vos conflits et de vos contradictions, sans tenter de les faire entrer de force dans un schéma de pensée particulier, cela suffirait peut-être à les faire cesser. C'est que, voyez-vous, nous essayons sans cesse d'être ceci ou cela, d'atteindre à un état particulier, de nous agripper à tel genre d'expérience et d'éviter tel autre, de sorte que l'esprit est sans cesse pris par quelque chose. Qu'il n'est jamais dans l'état de silence nécessaire à l'écoute du bruit de ses propres luttes, de ses propres souffrances. Tâchez d'être simple et n'essayez pas de devenir quelque chose ou de figer une expérience. 6 janvier. Écoutez sans effort. En ce moment, vous m'écoutez tout simplement, sans aucun effort particulier d'attention. Et s'il y a quelque vérité dans ce que vous entendez, vous verrez se produire en vous un changement remarquable, un changement qui n'est ni prémédité ni attendu, une transformation, une révolution totale où régnera en maître la seule vérité, et non des créations de votre esprit. Et si je puis le suggérer, c'est ainsi que vous devriez écouter toutes choses, non seulement ce que je dis, mais aussi ce que disent les autres, le chant des oiseaux, le sifflement de la locomotive, le bruit de l'autobus qui passe. Vous verrez qu'à mesure que votre écoute s'élargit à toute chose, le silence en vous se fait plus grand. Et le silence qui naît alors n'est pas rompu par le bruit. Le conflit ne survient que lorsque vous résistez, lorsque vous dressez une barrière entre vous-même et ce que vous refusez d'entendre. 7 janvier.
s'écouter soi-même. Un interlocuteur. Quand je suis ici à vous écouter, j'ai l'impression de comprendre, mais dès que je m'éloigne, je n'y comprends plus rien, malgré tous mes efforts pour mettre en pratique ce que vous dites. Krishnamurti. Ici, c'est à l'écoute de vous-même et non de l'orateur qu'il faut vous mettre. Si vous écoutez l'orateur, il devient votre maître à penser, la voie à suivre pour pouvoir comprendre, ce qui est une horreur, une abomination, car vous aurez alors instauré la hiérarchie de l'autorité. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est vous écouter vous-même. Regardez le portrait que peint l'orateur, qui est votre propre portrait et non le sien. Si tout est bien clair pour vous, à savoir que c'est bien vous-même que vous regardez, vous pouvez parfaitement dire « Je me vois tel que je suis et je n'ai pas envie d'y changer un iota ». Dans ce cas, c'est terminé, nous en restons là. Mais si vous dites « Je me vois tel que je suis et un changement s'impose », alors vous commencez à agir à partir de ce que vous avez compris par vous-même. Et c'est tout autre chose que d'appliquer servilement ce que dit l'orateur. Mais si, tout en écoutant l'orateur, vous êtes simultanément à l'écoute de vous-même, alors cette écoute est source de lucidité, de sensibilité. L'esprit puise dans cette écoute force et santé. N'étant ni en position d'obéissance, ni en situation de résistance, il devient intensément vivant. Et seul un être humain de cette espèce-là est en mesure d'engendrer une génération nouvelle, un univers neuf. 8 janvier. Regardez intensément. Il me semble qu'apprendre, de même qu'écouter, est chose incroyablement ardue. Nous n'écoutons jamais véritablement parce que notre esprit n'est pas libre. Nous avons les oreilles rebattues de tant de choses déjà connues de nous qu'il devient extrêmement difficile d'écouter. Je crois, ou plutôt c'est un fait, que si l'on sait écouter de tout son être, avec toute sa vigueur et sa vitalité, alors cet acte même a un effet libérateur. Mais malheureusement, jamais on écoute vraiment, n'ayant jamais appris à le faire. En définitive, on n'apprend qu'en étant passionnément impliqué. Quand on se passionne pour les mathématiques, on apprend, mais lorsqu'on est dans un état conflictuel, qu'on apprend sous la contrainte, sans en avoir envie, alors ce n'est plus qu'un simple processus d'accumulation. Apprendre, c'est comme lire un roman aux personnages innombrables. Il requiert toute votre attention, pas une attention contradictoire. Si l'on veut apprendre ce qu'est une feuille de printemps ou une feuille d'été, il faut la regarder vraiment, en voir la symétrie, la texture, saisir sa nature de feuille vivante. Il y a tant de beauté, de vigueur, de vitalité dans une simple feuille. Ainsi, pour apprendre à connaître la feuille, la fleur, le nuage, le coucher de soleil ou un être humain, il faut les regarder avec une intensité extrême. « 9 janvier. Pour apprendre, l'esprit doit être silencieux. Pour découvrir le neuf, on doit partir tout seul, complètement démuni de tout, surtout de connaissances. Car il est très facile, au moyen de connaissances et de croyances, d'avoir des expériences.
Mais celles-ci, n'étant que le produit de nos projections personnelles, sont absolument irréelles, fausses. Si vous voulez découvrir le neuf, ne vous chargez pas du fardeau du vieux, surtout de connaissances, des connaissances d'un autre, même s'il est très grand. Vos connaissances vous servent de protection, de sécurité. Vous voulez être tout à fait sûr de participer aux expériences du Bouddha, du Christ ou de X. Mais l'homme qui ne cesse de s'abriter derrière des connaissances n'est pas un chercheur de vérité. La découverte de la vérité n'a pas de chemin. Lorsque vous voulez découvrir le neuf, lorsque vous expérimentez dans quelque domaine que ce soit, votre esprit doit être très tranquille. Car s'il est encombré, rempli de faits et de connaissances, tout ce bagage est un obstacle au neuf. La difficulté est que, pour la plupart d'entre nous, l'esprit est devenu si important, a acquis une valeur si prédominante, qu'il intervient chaque fois que se présente une chose neuve qui pourrait exister simultanément avec le connu. Ainsi, les connaissances et le savoir sont un obstacle pour ceux qui voudraient chercher, pour ceux qui voudraient essayer de comprendre ce qui est intemporel. « 10 janvier. Apprendre ne relève pas de l'expérience. Le mot apprendre est chargé de sens. Il existe deux manières d'apprendre. Pour la plupart d'entre nous, apprendre signifie accumuler des connaissances, des expériences, maîtriser une technologie, un savoir-faire, une langue étrangère. Il y a également un apprentissage d'ordre psychologique qui passe par l'expérience, soit les expériences immédiates de la vie qui laissent certaines traces résiduelles, soit celles liées à la tradition, à la race, à la société. Il y a donc deux manières d'apprendre les choses de la vie, l'une psychologique, l'autre physiologique. Un savoir-faire intérieur et un savoir-faire extérieur. Entre les deux, il n'y a pas de ligne de démarcation bien nette. Ils sont imbriqués. Nous laisserons de côté pour l'instant le savoir-faire issu de la pratique, le savoir technologique acquis grâce à l'étude, pour nous intéresser de plus près à cet apprentissage psychologique que nous avons acquis au cours des siècles ou dont nous avons hérité sous forme de tradition, de savoir, d'expérience. Pour nous, c'est cela, apprendre. Or, je conteste qu'apprendre soit de cet ordre-là. Je ne remets pas en cause l'acquisition d'un savoir-faire, d'une langue étrangère, d'une technique. Mais, psychologiquement parlant, je doute que l'esprit apprenne jamais. L'esprit a appris au fil du temps, et c'est avec ce bagage qu'il affronte les défis de la vie. Il ne cesse de traduire la vie ou d'interpréter chaque nouveau défi en fonction de ce qu'il a appris. C'est ce que nous faisons tous. Mais est-ce bien cela, apprendre ? Cela ne suppose-t-il pas plutôt quelque chose de neuf, d'inédit, que j'ignore, et qu'en ce moment même j'apprends ? Si je ne fais rien d'autre qu'ajouter à ce que je sais déjà, ce n'est plus apprendre. « 11 janvier. Apprendre. Quand est-ce possible ? S'enquérir et apprendre, telle est la fonction de l'esprit. Cela ne signifie pas, à mes yeux, cultiver simplement la mémoire ou accumuler des connaissances.
Apprendre est la capacité de penser clairement, sainement et sans illusion. C'est se fonder sur des faits et non sur des croyances et des idéologies. On n'apprend rien lorsque la pensée se fonde sur des conclusions. Acquérir simplement des informations ou des connaissances n'est pas apprendre. Apprendre, c'est aimer comprendre, c'est aimer faire une chose pour la chose elle-même. Apprendre n'est possible qu'en l'absence de toute contrainte. Et la contrainte a de multiples visages, n'est-ce pas? Elle s'exerce à travers l'influence, à travers l'attachement ou la menace, à travers les encouragements persuasifs, les formes subtiles de récompense. On croit généralement que la comparaison incite à apprendre, alors que c'est l'inverse qui est vrai. La comparaison donne lieu à des frustrations et ne fait qu'encourager une certaine forme de jalousie qu'on appelle la compétition. Comme d'autres formes de persuasion, la compétition empêche d'apprendre et engendre la peur. 12 janvier. Apprendre n'est jamais d'ordre accumulatif. Apprendre est une chose, acquérir des connaissances en est une autre. Apprendre est un processus continu, pas un processus additif, dans lequel on accumule pour agir ensuite sur ses bases. La plupart d'entre nous engrangeons les connaissances dans notre mémoire. Sous forme d'idées, nous les stockons sous forme d'expériences, et c'est sur ces bases que nous agissons. Autrement dit, nous agissons sur la base du savoir technologique, du savoir en tant qu'expérience, en tant que tradition, du savoir lié aux tendances particulières qui nous sont propres. C'est à partir de cet arrière-plan d'expérience, de tradition, de savoir accumulé que nous agissons. Rien ne s'apprend par un tel processus. Apprendre n'est jamais un processus d'accumulation. C'est un mouvement perpétuel. Je ne sais si vous vous êtes déjà vraiment demandé ce qu'est apprendre, acquérir des connaissances. Apprendre n'est jamais d'ordre accumulatif. Ce n'est pas stocker des connaissances comme si c'était des marchandises pour en faire ensuite le support de l'action. On apprend en chemin à mesure que l'on avance. Il n'y a donc jamais un instant de régression, de détérioration ou de déclin. 13 janvier. Apprendre sans passer. La sagesse, c'est à chacun de nous qu'il appartient de la découvrir. Elle n'est pas le résultat du savoir. Sagesse et savoir ne font pas bon ménage. La sagesse advient quand la connaissance de soi est à maturité. Si l'on ne se connaît soi-même, l'ordre est impossible. Il n'y a point de vertu. Apprendre à se connaître et accumuler un savoir sont deux choses différentes. Un esprit engagé dans l'acquisition du savoir n'apprend jamais. Il engrange des informations, des expériences sous forme de savoir, et c'est sur ces bases accumulées qu'il vit des expériences, qu'il apprend. Donc, en définitive, jamais il n'apprend réellement. Il ne fait toujours que connaître, savoir, acquérir. Apprendre, cela se passe toujours dans le vif du présent. Ce savoir-là est sans passé. Dès que vous vous dites « j'ai appris », vous avez basculé dans le champ du savoir et, sur la base de ce savoir, vous pouvez accumuler, traduire, mais plus apprendre. Seul l'esprit qui ne cherche pas à acquérir, mais qui apprend toujours, peut comprendre dans sa globalité ce que nous appelons le moi, l'ego. Je dois me connaître moi-même, connaître les structures, la nature, la signification de cette entité globale, mais cela m'est impossible si je suis encombré de savoir acquis, d'expériences passées, ou si mon esprit est conditionné.
Alors, je n'apprends pas, je ne fais qu'interpréter, traduire et regarder les choses d'un regard déjà voilé par le passé. 14 janvier. L'autorité empêche d'apprendre. Nous apprenons le plus souvent grâce à l'étude, aux livres, à l'expérience ou à l'enseignement qui nous est dispensé. Ce sont les voies usuelles par lesquelles on apprend. Ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire, de penser ou de ne pas penser, comment il faut percevoir, réagir, nous nous en remettons à la mémoire pour stocker toutes ces notions. Grâce à l'expérience, à l'étude, à l'analyse, à l'investigation, à l'introspection, nous stockons des connaissances sous forme de mémoire, puis cette mémoire intervient en réponse à d'autres défis, d'autres exigences, à partir desquelles on apprend encore et toujours. Ce qui est appris est confié à la mémoire en tant que savoir, et ce savoir fonctionne chaque fois qu'un défi se présente, chaque fois qu'il nous faut agir. En vérité, je crois qu'il existe une toute autre manière d'apprendre, et je vais en parler un peu. Mais pour comprendre et pour apprendre de cette façon différente, il faut s'affranchir complètement du joug de l'autorité. Sinon, vous ne ferez que subir une instruction et répéter ce qu'on vous a dit. C'est pourquoi il est très important de comprendre la nature de l'autorité. L'autorité empêche d'apprendre, si l'on admet qu'apprendre n'est pas l'accumulation d'un savoir devenu mémoire. La mémoire répond toujours en fonction de schémas établis. Toute liberté est absente. Celui qui ploie sous le poids du savoir, des directives, de toutes les connaissances acquises, n'est jamais libre. Il peut être fort érudit. Pourtant, tout ce savoir accumulé l'empêche d'être libre. Il est donc incapable d'apprendre vraiment. 15 janvier. Détruire, c'est créer. Pour être libre, il faut faire l'examen critique de l'autorité jusque dans ses structures et mettre en pièces cette abomination. Pour cela, il faut de l'énergie. Une énergie non seulement tangible, physique, mais aussi psychologique. Or, cette énergie est gaspillée, détruite, lorsque nous sommes en conflit. C'est donc lorsque intervient la compréhension de tout ce processus du conflit intérieur et qu'il cesse enfin que l'énergie coule en abondance. Alors on peut aller de l'avant ayant abattu l'édifice bâti par l'homme au fil des siècles et qui n'a pas le moindre sens. Car en fait, détruire, c'est créer. Il faut détruire non les bâtiments, ni le système économique et social, comme cela se fait quotidiennement, mais notre environnement psychologique, avec ses défenses conscientes et inconscientes, nos systèmes de sécurité individuelle, forgés de façon rationnelle, tant au niveau profond que superficiel. Nous devons nous dépouiller de tout cela pour nous retrouver tout à fait sans défense, parce qu'il faut être sans défense pour éprouver de l'affection, pour aimer. Alors on voit et l'on comprend ce que sont l'ambition, l'autorité, et l'on commence à saisir dans quel cas et à quel niveau l'autorité est nécessaire. Celle du policier suffit, et rien de plus. Il n'y a plus alors d'autorité se fondant sur la connaissance, le savoir, l'aptitude, plus d'autorité liée à une fonction qui se mue en statut social. Pour comprendre l'autorité sous toutes ses formes, celle des gourous, des maîtres et des autres, il faut avoir l'esprit très acéré et un cerveau qui ne soit pas engourdi, mais lucide.